L'Église est dénoncée par ses victimes et on en parle ce matin avec des témoins, des victimes d'agissements de prêtres pédophiles. Bertrand Virieux, bonjour, vous êtes cofondateur de l'association La Parole Libérée. Alexandre Dussault, bonjour, vous êtes cofondateur de l'association La Parole Libérée. Vous avez tous les deux été victimes de prêtres pédophiles et vous avez donc créé cette association du nom des anciens scouts du groupe Saint-Luc à Lyon, victimes donc de pédophiles. Fabrice Farget-Broisin, bonjour. Vous êtes ancien scout, vous n'avez pas été victime, mais vous êtes le créateur du site de l'association véritégroupsaintluc.fr. On va revenir avec vous sur ce site. Odon Vallet, bonjour. Spécialiste des religions, vous avez publié Petit lexique des guerres de religion d'hier et d'aujourd'hui et petit lexique des idées fausses sur les religions qui est réédité ces jours-ci en version poche chez Albin Michel. Il n'y a pas pédophilie dans les idées fausses et les idées reçues. Petit dictionnaire, petit lexique des mots essentiels, il y a le mot pédophile. Et Roland Coutenceau, bonjour, psychiatre, expert national, président de la Ligue française de santé mentale. Et vous avez co-dirigé le livre La parole de l'enfant, la vérité sort-elle vraiment de la bouche des enfants, qui est à paraître aux éditions Duno. Et c'est précisément le thème d'un colloque que vous avez animé hier. Je vous propose, avant de vous donner la parole, de faire le point sur votre affaire. Vous allez porter plainte, certains d'entre vous vont porter plainte contre le Monseigneur Barbarin. Je vous propose donc le point sur cette affaire. À tout de suite. Avec son association La Parole Libérée, François Deveau se bat pour que les prêtres pédophiles soient systématiquement signalés à la justice par l'Église. On a voulu dénoncer que ces agissements ne sont pas des agissements du passé, mais bien du présent, et que l'Église ne s'est absolument pas réformée, ne prend absolument pas la mesure des choses. À Lyon, à l'âge de 8 ans, François Deveau aurait été victime d'attouchements sexuels de la part du père Bernard Prénat. Alertés, les parents de l'enfant demandent au cardinal de Courtrai de veiller pour qu'à l'avenir, le père Prénat ne soit plus jamais au contact d'enfants dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales. Le cardinal de Courtrai s'y engage par écrit. Pourtant, le père Bernard, lui, ne sera suspendu que 6 mois. Il continuera pendant 25 ans d'être au contact d'enfants. En 2014, 10 plaintes de victimes sont enregistrées au commissariat de Lyon. Le cardinal Barbarin, qui a succédé au cardinal de Courtrai, n'est alerté qu'en 2007. Mais il ne révoque pas le prêtre fautif, il ne dénonce pas non plus. Il prévient Rome, sa hiérarchie, en 2014, après une rencontre avec les victimes. Nous n'avons jamais caché quoi que ce soit. Par exemple, quand il y a eu une plainte qui a été portée sur un prêtre, immédiatement, on en a référé à la police. C'est elles qui ont brisé le silence et elles ont bien fait. Et je les en remercie. Parce que c'est ça, premièrement, qui va libérer, deuxièmement, qui va permettre de dire la vérité chez nous. Pourtant, c'est ce retard, ce long silence de l'archevêché de Lyon que veulent faire sanctionner les victimes en portant plainte pour non-dénonciation de crimes. Voilà, donc... Comment déjà s'est constituée votre association? Comment est-ce que vous avez eu le courage à un moment de sortir du silence? Mais en fait, il y avait une enquête préliminaire qui a été donc ouverte en juillet 2015, après une plainte déposée par Alexandre. Ouais. Et finalement, cette enquête préliminaire visait à recruter, entre guillemets, le plus de victimes possible, mais l'enquête avançait à petits pas. Et on s'est dit, après une plainte, puis une deuxième plainte, que finalement, si nous-mêmes, nous n'y mettions pas un maximum, ça serait très difficile finalement de faire connaître cette histoire. Et ça s'est joué à très peu de choses, mais via un article où le nom de Prénat est sorti, on a pu finalement retrouver ce nom, replonger dans les archives en fait du groupe Saint-Luc, et puis arriver à créer ce site, à se fédérer, à créer une association pour faire en fait une lutte contre la montre, parce qu'on se retrouvait avec une information judiciaire qui aurait pu ne jamais sortir en fin janvier 2016. Oui, Alexandre Dussault. Il faut bien comprendre que aucune des personnes de l'association, ou presque aucune, ne se connaissait, ne se connaissait avant le mois de décembre 2014. C'est-à-dire qu'on avait 2015, pardon. On avait tous effectivement appartenu au groupe Saint-Luc, mais on avait chacun nos vies et chacun finalement dans cette histoire se pensait seul ou finalement avec que quelques personnes, en fait des cas isolés. Vous n'en aviez jamais parlé entre vous, entre camarades, quand vous étiez à l'époque victime de ces agissements ?
Non, quand on était très jeunes, puisque finalement on était tous entre 8, 10, 12 ans, c'était quand même des sujets très difficiles pour des jeunes, des jeunes enfants. Et effectivement, les années ont passé et chacun a finalement gardé sa propre vie et gardé ça. Et en fait, on s'est rendu compte, grâce effectivement à certains articles dans la presse, notamment de François Deveau, que certaines personnes effectivement gardaient ça en eux, et on a commencé effectivement à se fédérer, à s'appeler. Et il est vrai que la grande différence avec il y a 20 ans, ce sont les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication qui nous ont permis de faire ça. Sans ça, à mon avis, rien n'aurait été possible. Oui, et le site, justement, joue un rôle très important justement dans le fait de partager l'information et puis de recueillir des témoignages. Oui, tout à fait. Notre force, c'est notre groupe. Et ce groupe, on l'a synthétisé avec le site Internet. Le site Internet, il permet effectivement d'abord d'apporter des témoignages. On a 16 à l'heure actuelle. De trouver des nouvelles victimes. On a répertorié une 50aine. On en a 10 sur lesquels on est en train de travailler dessus. Donc on est entre 50 et 60. Et puis de se faire connaître, bien entendu, vis-à-vis donc des victimes ou des non-victimes qui souhaitent aider, c'est mon cas. Et puis vis-à-vis de la presse aussi. Et en même temps, dedans, il est quand même très complet. C'est-à-dire qu'il y a les aveux déjà du prêtre en question. Et puis il y a beaucoup de textes sur la position du diocèse et de l'Église. Oui. Voilà. Et c'est fait en collégialité. Et en même temps, tout est répertorié, c'est-à-dire des textes qui sont pour ou des textes qui sont contre. Oui, qui sont contre. Qui sont contre la pédophilie, mais qui sont contre l'action qui est en cours, ce genre de choses. Donc tout le monde peut y trouver des informations. Voilà. Oui, ce qui frappe Don Vallet à chaque fois, et c'est ce sur quoi vous insistez, c'est l'omerta quand même qui règne dans l'Église sur ces sujets. Évidemment, on a invité l'épiscopat, on a passé des coups de fil, personne n'était la conférence des évêques, personne n'était disponible ce matin. C'est compliqué. Oui, l'omerta, mais pas seulement dans l'Église catholique. Au Canada, chez les pasteurs protestants, il y a des centaines de cas. Il y a des moines bouddhistes également, c'est pareil. Le cas particulier à Lyon, c'est que c'est un archidiocèse où 4 archevêques de suite ont eu un cancer, dont 3 sont morts. Je doute qu'ils aient eu la santé nécessaire pour bien gérer leur diocèse. Ça, c'est un premier point. Deuxième point... Quand on veut, on peut, même à moins d'être à l'article de la mort, aphasique et amnésique. Soit géré par des malades. Ces malades qui nous gouvernent, comme on dit. Deuxième point, il n'est pas normal qu'un prêtre puisse animer un groupe scout qui n'est pas scout, qui n'était reconnu par aucun organisme scout, ni par les pouvoirs publics, ni par l'Église catholique. Ça, c'est une grave défaillance de l'archevêque de l'époque, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà. Oui, mais... Oui, Roland Coutenceau. Je pense qu'on peut dire qu'il y a 3 phases. L'Église, historiquement, s'est protégée, mais comme beaucoup d'institutions qui se protègent pour pas avoir une tâche et que les gens pensent que l'ensemble des prêtres sont pédophiles, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, il y a une deuxième phase où l'Église tâtonne. Que faire face à une rumeur? Que faire par une parole qui n'est pas encore libérée? Est-ce que je mute? Est-ce que je préviens? Et puis, il y a une troisième phase, je peux quand même en témoigner. Je crois que depuis que le pape en a parlé, moi-même, j'ai été sollicité par Monseigneur 23 pour une réunion de travail où on m'a demandé, en tant que spécialiste, de parler de la pédophilie. Et la question, c'était... Comment peut-on faire, nous, l'Église, quand on a un doute sur un prêtre? Comment lui parler? Finalement, comment prévenir? Donc voilà, 3 phases plutôt, dans la manière dont l'institution se coltine un petit peu cette réalité. Oui, quel a été, vous, votre sentiment? Ça a quand même été très compliqué quand vous avez commencé à évoquer le sujet. On a entendu Monseigneur Barbarin dans le reportage qui disait « j'en ai référé », etc. Sauf que ce prêtre n'a jamais été suspendu. Alors, ce prêtre, non seulement n'a pas été suspendu, mais en même temps, il a même eu une promotion. En 2013, il s'est retrouvé doyen de 6 paroisses, de 15 lieux de culte. 2013, c'est donc 6 ans après le fait que le cardinal Barbarin ait été au courant du passé pédophile du prêtre. Donc là, on s'interroge sur la responsabilité d'une telle nomination, d'une part, et d'autre part, effectivement, ça n'a pas été simple. Personnellement, moi, j'ai fait comme le cardinal l'avait dit, c'est-à-dire qu'il a produit un communiqué en octobre disant « je suis disponible pour recevoir les victimes ». J'ai fait la démarche, comme l'ont fait d'autres, et en fait, j'ai pas pu le rencontrer. J'ai été reçu par sa déléguée épiscopale et
qui reçoit les victimes, et finalement, c'est une fin de non-recevoir. J'ai eu de la compassion, j'ai eu un entretien cordial, mais qui ne menait à rien du tout, en fait. Oui, pareil, Alexandre Dussault. Alors, pour ma part, j'ai été reçu par le cardinal en 2014, et on a eu une longue discussion après, effectivement, avoir suivi le parcours d'une réunion avec la déléguée épiscopale, d'une réunion avec le prêtre présumé pédophile, où on a eu une séance à 3, et puis j'ai vu en tête-à-tête le cardinal, où je lui ai expliqué effectivement quels en étaient finalement quels étaient les faits, puisqu'il avait avoué devant une personne qui était pour moi officielle, puisqu'elle faisait partie du conseil épiscopal, et puis voilà, et quelles étaient les conséquences à prendre, à mon avis, face à la vérité. Oui, et il n'y a pas eu de suite, en fait. En fait, à chaque fois, effectivement, donc il avait fallu apporter d'autres témoignages. J'ai contacté d'autres personnes, l'archidiacre, etc. Donc des personnes dans le village où il était, pour essayer de comprendre pourquoi. Et puis, effectivement, je n'ai pas tout compris à l'époque, et c'est en rencontrant d'autres personnes et en ayant d'autres finalement pièces du puzzle que j'ai pu comprendre finalement une partie de l'histoire, parce que certainement qu'on n'est pas encore... Vous avez des réactions depuis que vous êtes dans les médias, peut-être via le site justement? Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent pour vous dire moi aussi j'ai été victime? Beaucoup, oui, beaucoup. Alors on a des gens qui nous contactent parce qu'ils ont été victimes de ce prêtre, donc on en a encore eu 2 hier, avant-hier. Et puis, on a beaucoup de contacts de gens dans d'autres diocèses, essentiellement en France, quelques-uns à l'étranger, qui nous contactent pour des faits similaires. Ouais. Donc oui, il y en a beaucoup. Ouais. Est-ce que ça a à voir avec le célibat des prêtres dont Valais? Ah, ça c'est le gros problème. Parce que vous savez, j'aime pas trop le mot pédophile, parce que philia en grec c'est l'amitié pour les enfants. Moi je dirais plutôt ceux qui commettent des abus sur les mineurs, sexual abuse en droit anglais ou américain. Bon, il y en a effectivement un petit peu partout dans le monde. Mais ça peut être aussi bien au sein de la famille, des incestes avec des enfants, ça peut être des instituteurs, ça peut être des bons pères de famille, ça peut être des moniteurs de sport, ça c'est très intéressant, des directeurs de chorale d'enfants, qui autrefois étaient très souvent des prêtres, qui maintenant sont généralement des laïcs, et dans les 2 cas, il y a à peu près autant d'affaires. Cela étant, le célibat des prêtres, c'est un vrai problème. Il se trouve que je le connais fort bien, puisque j'ai parmi mes boursiers au Bénin de nombreux séminaristes qui sont d'extraordinaires étudiants en lettres, et je leur ai souvent posé la question. Alors ils me disent, mais vous savez, monsieur Vallet, chez nous au Bénin, la moitié des prêtres, comme en Afrique, ont une compagne. Moi je leur dis, écoutez, on vous absout, on vous excuse, mais ils disent, et ça c'est pas faux, nous on est entrés au petit séminaire, ça existe encore là-bas à 10 ans, on ne savait pas ce que ça voulait dire à 10 ans, le célibat. Il y a une certaine immaturité affective chez certains prêtres, pas chez tous, qui peut servir de prédisposition à ce type de comportement. Ouais. Mais ça existe chez des bons pères de famille aussi. Oui, aussi. On va y revenir. On va s'interrompre pour faire le point sur l'information. L'essentiel de l'information à suivre. Dominez tous les terrains avec la technologie All Mode. Nissan Qashqai, l'histoire ne fait que commencer. Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Pendant les jours Fairplay Nissan, découvrez nos offres sans apport, sans condition, 4 ans d'entretien inclus. Portes ouvertes Nissan du 11 au 13 mars. Pénètre dans le monde impitoyable de Sparta sur jeu-sparta.fr. Bâtit une cité antique imposante et forme une armée de guerriers légendaires. Mène un combat pour la gloire. Forge des alliances avec des joueurs des 4 coins du monde. Livre des batailles sur les mers et réduit en cendres les avant-postes de tes rivaux. Envoie tes guerriers spartiates à la conquête de nouvelles contrées et deviens une légende de Sparta. Jeu-sparta.fr. Joue gratuitement sur navigateur maintenant. Le criminologue Christophe Naudin est arrivé en République dominicaine, extradé d'Égypte où il avait été arrêté, impliqué dans l'évasion des 2 pilotes français condamnés sur place pour trafic de drogue dans l'affaire dite Air Cocaïne. Christophe Naudin devrait être mis en examen pour association de malfaiteurs et trafic de migrants. Il encourt 10 ans de prison.
On en vient à cet accident aérien évité de justesse. C'était le 19 février dernier. Un drone a frôlé un AT320 alors que l'avion était en train de débuter sa descente vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un incident relaté par le BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, qui qualifie l'incident de grave. À Calais, le démantèlement de la zone sud du camp est toujours en cours. François Hollande et Bernard Cazeneuve reçoivent aujourd'hui Xavier Bertrand, président de la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la maire de la ville. Le ministre de l'Intérieur qui ce matin a encore défendu les solutions politiques mises en place pour fermer la jungle de Calais. En France, toujours, la mobilisation contre la réforme du travail ne désemplit pas. Et selon un sondage OpinionWay pour LCI, 57% des Français soutiennent la manifestation des étudiants mercredi prochain. Et seulement 18% des Français estiment que le gouvernement doit maintenir le projet en l'état. Quand pour 81% des sondés, il faut le modifier ou tout simplement le retirer. En tout cas, côté syndicats, ce n'est pas si simple. Difficile pour eux d'adopter la même ligne. Les 5 syndicats dits réformistes appellent à des rassemblements le 12 mars pour faire pression sur le gouvernement, quand 7 autres appellent à une grève générale le 31 mars. Aux États-Unis, les primaires, nouveau débat cette nuit entre les républicains. Et hier, c'est Mitt Romney qui s'est rallié au front anti-Trump. Trump qui fait trembler une partie de l'état-major républicain. Pour Romney, ancien candidat à la présidentielle de 2012, Donald Trump est instable et malhonnête. Et surtout, il entraînerait le parti vers un échec électoral face à Hillary Clinton. Et puis du tennis, plus que quelques heures avant le premier tour de la Coupe Davis en Guadeloupe, Gilles Simon et Gaël Monfils rencontrent le Canada. Ils sont entraînés et motivés, et sans doute grâce au culte de la gagne que leur a insufflé leur nouveau capitaine, Yannick Noah, qui lui a remporté à 2 reprises cette compétition. Retour sur le plateau de Ça nous concerne. Nous parlons de l'Église et de la pédophilie. Roland Coutenceau, le célibat des prêtres, c'est la question que je posais. Est-ce que on peut y voir un lien ? Alors, moi, en tant que médecin, je pense que le célibat, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'assumer, sauf que il faut avoir le psychisme pour le faire. Donc, au fond, c'était déjà dit il y a très longtemps par un homme qui s'appelait Marc Oraison, qui était très proche de l'Église, et il disait qu'au fond, ça serait bien d'avoir une évaluation, pas simplement sur la sexualité, mais quand quelqu'un est ordonné prêtre, c'est quand même un engagement, surtout dans l'Église catholique où justement il y a le célibat, pour voir s'il peut y avoir des mauvaises raisons, pour une minorité bien sûr de prêtres. Au fond, quand quelqu'un a une sexualité même orientée vers la pédophilie, parce que ça, les gens ne choisissent pas leur sexualité, et au fond, il le dit à personne. Donc cette intelligence peut-être d'avoir un aspect psychologique d'entretien avant que quelqu'un soit ordonné prêtre est quelque chose qu'il conseillait déjà à l'époque. Parce qu'il y a il ne faut pas penser que tous les prêtres ont une dimension pédophile, mais au fond, sublimer sa sexualité, pour le dire très simplement, c'est-à-dire en faire abstraction pour avoir un engagement spirituel. Au fond, parfois, c'est un choix problématique, et donc il y a une minorité de prêtres qui ont un problème avec leur sexualité, et si c'est pas décodé, ils sont à l'intérieur de l'Église, et après il y a les dérives un petit peu que... Et on peut ajouter qu'à la demande de l'épiscopat français et de l'archevêque de Paris, l'abbé Oraison, qui était urologue de formation, avait commencé à mener des entretiens avec des prêtres pour évaluer leur maturité psychologique, et l'expérience a été interrompue. Parce qu'on s'est aperçu que ça posait effectivement beaucoup de problèmes qu'on avait peut-être sous-estimés au départ. On est pédophile ou on le devient ? Et pourquoi des garçons ? Pourquoi des garçons et pas des filles ? La pédophilie est un monde. D'abord, il faut dire qu'on ne choisit pas sa sexualité. Les gens sont hétérosexuels, homosexuels, pédophiles. Il y a des gens qui sont attirés par les petites filles, d'autres qui sont attirés par les petits garçons. Mais pourquoi ? Mais visiblement, dans l'Église, c'est visiblement plus les garçons qui ont été victimes. Mais en même temps, regardez, pour quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'au fond, le degré d'exclusivité, les pédophiles qui sont attirés que par les petits garçons. Cette dimension d'être attirés que par les petits garçons est plus importante dans la pédophilie homosexuelle que dans la pédophilie hétérosexuelle. Donc on retrouve à la fois dans les statistiques de récidive plus de pédophiles homosexuels, et exactement dans l'Église, il y a plus d'actes transgressifs faits par des prêtres qui touchent des petits garçons. Et n'oubliez pas les gérontophiles non plus. Il y a un très beau film canadien là-dessus, et il y a eu un ordre religieux français qui a eu des difficultés avec ça. Oui, mais est-ce que vous avez des femmes qui témoignent ou pas ?
Ou ce sont plutôt des hommes, globalement? C'est essentiellement des hommes, mais il y a aussi des femmes. Alors, en fonction des époques, au tout début, c'est-à-dire dans les années 70, il y a quelques femmes qui disent qu'elles ont eu des soucis. Voilà, sans que vraisemblablement ça aille très loin, mais une approche déjà. Et puis récemment, il y a une dame qui a dit que sa fille avait eu des problèmes lors d'une confession. Voilà. Ouais. Bon, c'est essentiellement des garçons, et puis de temps en temps, il y a des cas féminins, semblablement. Oui, à votre connaissance non, dans notre histoire, effectivement, c'est essentiellement des garçons, mais on a quelques connaissances, effectivement, de cas de petites filles. Ouais. Mais je pense que le débat, effectivement, comme vous le disiez, on ne choisit pas sa sexualité, il y a juste quelque chose, c'est qu'il y a effectivement, on peut être homosexuel, hétérosexuel, peu importe, mais là on parle effectivement d'abus sexuels. Mais on choisit de passer à l'acte ou pas. Et on choisit de passer à l'acte ou pas. Et je pense que, et c'est dans de nombreuses discussions que j'ai eues avec notamment des personnes du diocèse de Lyon pour en avoir discuté, il y a parfois cette confusion, effectivement, sur la sexualité dans le cas général. C'est-à-dire que sur le célibat des prêtres, sur, effectivement, le fait qu'ils aient des expériences sexuelles avec des adultes. Enfin, il y a quelque chose, effectivement, qui est propre à l'Église, et puis il y a quelque chose qui est interdit, et qui est une déviance, en tout cas, où on touche à des enfants. Je pense qu'il y a quand même une séparation énorme, mais c'est pas pour cela parce qu'on est célibataire, on est dans le célibat, que on est forcément pédophile, enfin en tout cas attiré par des jeunes enfants. Oui. Puis un autre élément parfois qui choque les croyants. Moi, dans ma carrière, bien sûr, j'ai examiné un certain nombre de prêtres pédophiles. C'est qu'au fond, le prêtre qui a transgressé, vous avez raison de distinguer la sexualité dans le fantasme et la sexualité agit quand on fait du mal à quelqu'un. Au fond, alors que spirituellement, on pourrait dire qu'ils vont reconnaître, ils vont peut-être plus demander pardon. J'ai rencontré des prêtres négateurs, des prêtres qui se défendent comme des arracheurs de dents, donc au fond, qui là ne sont pas animés par l'aspect spirituel qui peut-être est présent par ailleurs de leur engagement religieux. Donc ça choque les croyants, parce qu'au fond, on attend d'un prêtre pas qu'il ne pêche pas, mais simplement qu'il soit peut-être plus, plus simple, plus naturel, pour reconnaître les faits, pour reconnaître la réalité de ce qui ne va pas, pour demander pardon, effectivement, aux victimes. Et on a des gens qui sont défensifs, comme je le vois, en dehors de... Alors ça, c'est très important, parce que ça renvoie à la pédérastie grecque dans l'Antiquité, qui concernait des enfants parfois non pubères. Or, à l'époque, c'était admis, c'était même parfois recommandé. Et le passage, si vous voulez, d'une pédérastie socialisée à une relation avec les mineurs interdite, c'est quelque chose qui s'est fait sans qu'on mesure bien les conséquences de tout cela. Et donc c'est très important le fait que certains estiment qu'au fond, ils ne font pas de mal à l'enfant parce qu'autrefois, on pensait que c'était normal. Oui, alors je vous propose de regarder le reportage qui va suivre. C'est un reportage de Dominique Lagrousse-Sampère, Anne Barrier et Jean-François Drouillet. C'est un reportage qui date d'il y a 5 ans, qu'on a retrouvé dans les archives de TF1. Pourquoi le silence? Et vous allez voir qu'il y a un prêtre qui a été condamné et son témoignage est tout à fait sidérant. Regardez. Cet homme est prêtre. Vous ne verrez pas son visage. Il a été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs. Tous les week-ends, pendant 6 ans, au presbytère, il a abusé de jeunes garçons, 5 ou 6, il ne sait plus vraiment combien. J'avais pas l'impression de les faire souffrir. Sur le moment, j'avais plutôt une complicité qu'une souffrance réelle vis-à-vis de ces jeunes. Quand ces pulsions apparaissent, il est prêtre depuis 10 ans. Son père vient de mourir. Il était pour lui le dernier rempart contre l'interdit. Quelques mois après, j'ai eu une première relation avec un jeune. Les prêtres ne sont pas des anges. Si nous étions asexués, ça se saurait. Et il y a forcément cette tension qu'il y a entre les vœux que nous avons prononcés au jour de l'ordination et puis la réalité, et puis les tentations du quotidien. Je le répète, que ce soit envers une femme, que ce soit envers un homme, ou que ce soit envers un jeune garçon ou une jeune fille, enfin, peu importe. Un jour, pourtant, il choisit d'en parler à un évêque dans le secret du confessionnal. Il m'a écouté avec bienveillance, sans doute, et m'a donné l'absolution. Et comme pénitence et comme conseil pour éviter de rechuter dans la tentation, la seule réponse qu'il m'ait donnée, c'est tu n'as qu'à prendre une douche froide, ça passera. Secret de la confession oblige, l'évêque ne l'a pas dénoncé.
À toi, Père très saint, Dieu éternel. Pendant longtemps, l'Église catholique a préféré étouffer les affaires de pédophilie. Pourquoi ce silence? Nous avons posé la question au Père Bonnet. Depuis plusieurs années, il forme les futurs prêtres dans les séminaires. Pour lui, c'est d'abord aux victimes de porter plainte. Quand vous parlez du silence, moi je vais dire, bon, on fait le silence de l'Église, des évêques, etc. Je suis prêt à reconnaître qu'il y a pu y avoir du silence. Mais je dis, n'oublions pas que le silence, il a d'abord commencé par les jeunes blessés qui n'ont pas voulu en parler, peut-être par honte dans certains cas, ou même dans d'autres cas auxquels je pense, par attachement affectif à cette personne. Des propos insoutenables pour ce couple. Leur fils n'a jamais pu dénoncer. Il a été violé pendant 6 ans par le prêtre de leur paroisse, l'ami de la famille. Les viols ont commencé quand il avait 11 ans. Le prêtre et l'enfant avaient signé un pacte. Il lui a dit qu'il ne fallait surtout pas en parler, que d'ailleurs il lui a fait jurer sur la Bible de ne pas, surtout pas en parler aux parents, parce que ça allait être très grave pour lui. Oui. Seules 3 personnes devaient connaître le secret. Voilà, c'est-à-dire le prêtre, notre fils et Dieu. Dans leur affaire, ce prêtre, l'abbé Bisset, a été condamné à 18 ans de prison. Fait inédit dans toute l'histoire de l'Église, l'évêque à qui il s'était confié a lui aussi été condamné pour ne pas l'avoir dénoncé. Cet évêque, Monseigneur Piquant, a longuement hésité avant de nous répondre. Il l'a finalement accepté. 9 ans après son procès, il n'éprouve pas de remords. Vous avez été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Vous comprenez cette peine? Vous l'acceptez? Je l'accepte puisque c'est la décision de mon pays. Elle ne m'a absolument pas touché. Parce qu'elle n'a absolument pas touché le registre de ma conscience. Vous ne regrettez pas? Rien. Voilà. Vous voyez... C'est un peu défensif quand même. Hein. Pardon? Non mais en fait, on voit que là, avec les interviews qu'on a eues, on voit le malaise de l'Église. Alors qu'en fait, bon, reconnaître que parmi les siens, il y a des brebis égarées. Finalement, les textes le disent. Et on voit que l'institution a du mal à le dire. Et je pense quand même qu'il y a un signal nouveau qu'a donné le pape, qui est pour mieux assumer que parmi nous, il y a des gens qui dérivent et évidemment, ils n'ont pas les outils un peu pour prévenir. C'est ça, ils ont tâtonné finalement. On le voit là. On va y revenir, mais là, vous avez vu dans le reportage, en gros, Monseigneur Bonnet, j'aurais dit, c'est de votre faute, hein, vous aviez qu'à vous manifester. Les brebis égarées, effectivement, au sein de l'Église, mais nous, on a plus tendance à dire que les brebis, c'est les enfants en l'occurrence. Et là, il y a un loup dans la bergerie, bien souvent, qui est plus ou moins mis de côté, plus ou moins muté d'une paroisse à l'autre, en l'occurrence. Et finalement, le berger, le responsable, nous, pour notre histoire, c'est finalement le cardinal qui ne prend pas les mesures adéquates. Et moi, j'avais une question, du coup, vis-à-vis de ce reportage et à M. Coutenceau. Si vous aviez été, puisque vous êtes un spécialiste émérite dans ce domaine, confronté à cette histoire, si le cardinal vous avait demandé votre avis, un pédophile qui a 25 ans de pédophilie derrière lui, assumé, est-ce qu'il est ou pas à risque de récidive lorsqu'il a 50 ans, 60 ans? Et est-ce qu'il est légitime en tant que praticien de dire on peut le laisser sans problème en contact avec des enfants, 45 ans. Vous posez une très bonne question, c'est-à-dire qu'il y a après. D'abord, on voit que quand les affaires ne sont pas judiciarisées par la justice, l'institution, elle crée des espèces de trocs comme des secrets entre Dieu, la victime et l'auteur, qui sont quand même pas très catholiques, pour le dire. Voilà. Donc, alors oui, la vraie question est celle-là. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que ce soit su, parce que l'éclairage, quand quelque chose est dénoncé, quand quelque chose est nommé, quand quelque chose est assumé, c'est un des éléments de la prévention de la récidive. Après, il y a une question qu'on peut poser aux institutions en général et à la société. Est-ce que quelqu'un qui est condamné, on va le réintégrer ou pas? Donc c'est la question que vous posez. Il y a certains pédophiles, trop prêtres qui sont potentiellement récidivistes, et d'autres non. Et donc là, effectivement, et je comprends que les fidèles aient des positions différentes, est-ce que on peut garder dans son sein quelqu'un qui a fait un acte transgressif, mais dont on pense qu'il ne va pas récidiver, ou est-ce que c'est mieux de l'extraire, de l'empêcher d'exercer Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse claire. Non. Est-ce que ça vous semble normal qu'on garde au sein de l'Église des prêtres qui ont commis, qui sont connus pour avoir connu des agressions? En dehors de tout contact avec les jeunes, aumônier de vieilles bonnes sœurs ou
de maisons pour personnes âgées. Voilà. Mais moi, je pense que mieux vaut prévenir que guérir et mieux vaut guérir que punir. Le premier point, c'est qu'on crée sans arrêt des mouvements pour la jeunesse, du périscolaire, du parascolaire, dans le sport, dans la musique, dans les arts, dans tout ce qu'on voudra, et qu'on n'a pas le temps d'examiner soigneusement les candidatures. On a vu récemment, là, pour les écoles primaires en France, les maires de petites communes s'arracher les cheveux. Comment je vais trouver un spécialiste du judo ou de la flûte à bec? Bon, ça, c'est le premier point. Mieux prévenir, mieux recruter les gens. Deuxième point, mieux vaut guérir que punir. Là, je crois qu'au Canada, il y a des expériences remarquables en matière de groupes de parole. Il y en a aussi un peu, ça commence, oui. Voilà. Comme les alcooliques anonymes, des gens qui ont ces tendances, qui ont ces pulsions, qui puissent en parler, qui puissent être écoutés, qui puissent être entendus, compris, pour effectivement ne pas passer à l'acte. Si on se contente uniquement de la répression, c'est bien que la répression seule et la prison seule, ça n'a jamais été une solution. Mais dans la formation des prêtres, ça en fait partie? On leur parle de sexualité ou pas? Ça commence un peu, pas toujours de manière très à droite. C'est extraordinairement délicat. Parce que parler de sexualité à des gens qui, en principe, n'ont le droit d'avoir aucun acte sexuel, ni tout seul, ni avec d'autres, c'est un gros problème. Parce que là, vous parlez d'alcoolique anonyme, par exemple, mais en l'occurrence, laisser 15 bouteilles devant un alcoolique en lui disant « n'y touchez pas », c'est quand même pas la meilleure façon de le traiter. Totalement raison. Et c'est vraiment dans ces situations que l'on est là. Hein. Et cette histoire-là est quand même sort de l'ordinaire. Je sais que dans les pays, notamment anglo-saxons, ça peut être des dizaines, des centaines, parfois même d'enfants abusés. Notre histoire, elle concerne pour l'instant une cinquantaine de personnes qui sont sorties du bois. Il semble qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Et c'est quand même une histoire où on a dit, il a avoué en 91, très bien, il ne s'est rien passé a priori depuis selon le diocèse, mais il a avoué quoi? Il a avoué un cas, le cas qu'on lui a soumis en fait. Et finalement, il n'a pas avoué grand-chose parce qu'au final, il y a 50 victimes derrière, il a été mis en garde à vue, il a avoué 4 agressions, il est témoin assisté pour 3 viols. C'est pas vraiment un aveu. Il est mis en examen aujourd'hui. Il est mis en examen pour 4 agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité. Et il est témoin assisté pour 3 viols, dans la mesure où il a en fait donné 3 noms de personnes qu'il a violées ou qu'il aurait violées, mais qui ne correspondaient pas à des gens qui ont porté plainte. Donc c'est pour ça qu'il n'est que témoin assisté. Et dans vous, il y a prescription en fait sur vos cas, sur vos cas, vous, oui. Et sur d'autres cas. Sur 90%, il est cité nommément. C'est un vrai problème. Je dirais 90%, plus tous ceux, ça a été encore le cas cette semaine, qui ont dit, écoutez, moi je ne témoignerai pas, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Donc, je ne vais pas plus loin. Mais je veux quand même me manifester je veux juste vous le dire, je veux que vous le sachiez, mais je n'irai pas plus loin, ça ne sert à rien. On a vu beaucoup de victimes dans ce cas en disant allez à la police, témoignez, ça va étayer le dossier, c'est important. Et on vous dit non. C'est très important l'image de votre association, la parole libérée. Donc, dans mon expérience, c'est en le disant. Après, il y a des faits qui sont prescrits. Mais quand même, quand c'est su, quand l'institution le sait, quelqu'un qui est repéré comme tel d'avoir fait ça, même si on ne peut plus le condamner parce que c'est prescrit, eh bien, c'est un élément fort de prévention de la récidive. Je ne veux pas donner l'impression qu'un pédophile, c'est forcément quelqu'un qui va forcément récidiver une fois qu'il a été condamné. Donc, quand quelque chose s'est su, quand j'ai été repéré comme tel, quand les gens sachent que j'ai eu ce comportement transgressif, parce que ce n'est pas la sexualité, c'est la sexualité transgressive, eh bien, c'est un élément fort pour empêcher cet homme de recommencer, puisqu'il sait que les autres le vivent comme tel, et l'institution, c'est ça la question que se pose aujourd'hui l'Église, c'est comment agir, parce que c'est vrai qu'on peut leur taper dessus, mais en même temps, moi, c'est pas si facile que ça. Quoi faire? Alors, il y a des les retirer déjà, les retirer du contact avec des enfants. Regardez, il y a des affaires qui sont pas prescrites. Est-ce que dans tous les corps aussi de l'État, on a laissé des instituteurs où il y avait eu des rumeurs, mais qui n'avaient pas été condamnés? Ils sont présumés innocents. Donc, on a aussi le droit formel qui protège la liberté. Est-ce qu'on peut sanctionner par quelqu'un qui n'a pas été judiciarisé? Oui, l'Église peut le faire quand même, mais on voit qu'elle a tâtonné pour prendre des sanctions, des orientations. On peut aussi avoir des sacerdoces, où, comme vous l'avez dit, mais bon, où on n'est pas en contact avec les enfants, mais c'est pas si simple pour les institutions. Ces affaires qui n'ont pas été judiciarisées. Alors, effectivement, je pense que la problématique, malheureusement, ne vient pas que de l'Église, mais de l'omerta des institutions. Ça peut être l'éducation nationale, ça peut être le clergé, ça peut être n'importe quelle la famille, en fait, qui est une institution. Et donc, en fait, c'est plutôt ça
ça finalement que l'on dénonce pour aller un peu plus loin finalement dans notre association, c'est cette omerta globale des institutions face à un crime. Et puis dans cette histoire, on a des témoignages qui remontent aux années 70, avec à la fois des témoins, des victimes, et on se rend compte qu'en fait cette personne a toujours été à un moment finalement dénoncé, ou en tout cas il y a toujours eu des alertes et des signalements, et il n'a jamais finalement été inquiété. Donc en fait, il a été finalement poussé en fait encouragé dans sa discrétion. Et on n'est pas alcoolique, pas kleptomane. Il faut un petit peu instruire à charge et à décharge, parce que dans les années 70 et 80. Ouais, il y avait des livres qui disaient que c'était normal d'avoir des relations avec les enfants. Rappelez-vous un livre comme Les moins de 16 ans de Gabriel Matzneff, où il est question de filles de moins de 16 ans, mais de garçons de moins de 13 ans. Il y a eu des cas où vraiment on avait le sentiment que ça n'était plus un problème. Même quelqu'un de remarquable comme Françoise Dolto avait eu quelques paroles malheureuses à ce sujet-là. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. Ça n'excuse rien, mais ça peut expliquer certaines choses. Moi, on a du mal à comprendre quand même que des gens qui ont fait vœu de chasteté en arrivent là. Le pape, vous évoquiez le pape tout à l'heure. Alors écoutez, le pape, c'est très simple. Jean-Paul II s'y est pas intéressé du tout. Et à mon avis, il a été extrêmement coupable, notamment pour le célèbre Père Maciel du Mexique, parce que Jean-Paul II estimait, lui qui était polonais, que c'était souvent des racontars. Les communistes essayaient de mouiller les prêtres catholiques et de voir du scandale partout. Par contre, le pape Benoît XVI, avant même son élection lors du Vendredi Saint du chemin de croix au Colisée à Rome, a dit « plus jamais ça », il a dit « c'est horrible », etc. À partir de Benoît XVI et du pape François, c'est tolérance zéro. Mais avant que ça entre dans les faits sur le plan local, il s'écoule un certain délai. Vous avez vu le film Spotlight ? Bien sûr, on l'a vu ensemble. Et alors ? On voit des similitudes en fait, clairement, sur la conspiration du silence, sur l'échelle de commandement qui fait que on est obligé un petit peu comme dans ce film d'essayer par petits bouts de recoller les morceaux du puzzle pour faire sortir la vérité. Ça vous a découragé ou... Initialement, on est sorti du film, on s'est dit non, vraiment on s'attaque à le pot de terre contre le pot de fer. Voilà, puis un mythe de Sisyphe aussi, on va peut-être y arriver, mais demain une autre affaire sortira. Mais une chose quand même pour le reportage précédent, quand on dit le cardinal Piquant dit que finalement les enfants auraient dû parler, en fait, c'était à eux de parler. On est sidéré quand on est enfant, 9-10 ans, sidéré à l'époque, c'est-à-dire anesthésié émotionnellement, on ne sait pas si c'est bien, si c'est mal. Et peut-être à la différence des autres institutions, c'est quand même une institution où il y a de la morale, c'est-à-dire que le prêtre, en l'occurrence, c'est l'incarnation du bien. Ce qu'il dit est forcément bien. Donc en plus, il y a une dimension morale qui fait qu'on ne va pas remettre en question ses pratiques. Et ça, c'est une chose importante qui fait qu'un enfant grandit et il garde en lui des choses en se disant, si je le dis, c'est forcément que je vais contre un prêtre, contre le bien. Oui, jurer sur la Bible, on a vu le témoignage des parents. Mais ça, c'est le vrai problème. C'est pas normal quand même. Vous saviez que c'était pas normal. Une sensation de malaise. Oui, mais quand vous avez quelqu'un qui a l'autorité, qui détient l'autorité, c'est très compliqué. Le vrai problème, effectivement, c'est qu'on fait croire que le prêtre, c'est l'incarnation du bien. Comme l'a dit le pape François, je suis un pécheur. Tant qu'on aura une image du prêtre homme parfait, tant qu'on véhiculera cette idée-là, on aura des problèmes. Il faut revenir à quelque chose de plus modeste. Le prêtre, comme tous les êtres humains, a de la force, de la faiblesse. Il est un homme d'ombre et de lumière, les deux. Et n'oublions pas les religieuses aussi, dont beaucoup ont le même type de problème, mais c'est vécu différemment chez les femmes. Différemment. Oui. Pardon, juste, on n'a pas une démarche d'ailleurs du tout anticléricale ou autre. Hein. Non. Vraiment, on est attaché au rôle du prêtre. On dénonce juste certains prêtres qui ne sont pas, d'ailleurs, qui se mentent à eux-mêmes vis-à-vis de leurs vœux et qui mentent à leur institution et qui trompent tout le monde. Mais après, on voit plein de bienfaits dans l'Église aussi. Vous continuerez votre combat, vous allez porter plainte, je crois que certains d'entre vous, contre Monseigneur Barbarin d'ailleurs. Tout à fait, c'est prévu. Et puis il y a des associations de défense de l'enfant qui nous accompagnent aussi dans cette aventure, puisque en tant que jeune association, nous ne pouvons pas effectivement porter plainte, mais des associations assez tenues. Le message que vous avez envie de faire passer aussi aujourd'hui, c'est de dire à des gens qui ont été victimes, sortez du silence.
Ça vous a fait du bien d'un point de vue personnel de sortir du silence ? Le message, effectivement, il faut sortir du silence, ne pas avoir peur de la vérité. Et un ecclésiastique me disait, la vérité, ça fait mal, mais il faut qu'elle sorte. Et puis, effectivement, ne plus avoir peur pour pas que ça se reproduise. On n'est plus effectivement au temps de Socrate et de Platon. On est au XXIe siècle. Dans notre société, je pense que la protection de l'enfant doit être un des fondements même de la France. D'un point de vue personnel, ça vous a soulagé ? D'un point de vue personnel, ça m'a soulagé. Et puis surtout, de victimes, en fait, on se dit finalement, il peut y avoir d'autres victimes dans le futur. Donc en fait, de victimes, on commence à se culpabiliser au fur et à mesure en revivant les scènes, etc. Et en une phrase, pour les proches et les familles, aider les enfants à parler. Beaucoup de gens m'ont dit, si quelqu'un avait deviné, je l'aurais dit plus tôt. Et sortir de la banalité de ce mal, en fait. On ne parle pas de kleptomanie, on parle de pédophilie. Merci, et on renvoie sur votre site également pour ceux qui voudraient témoigner. C'est véritégroupsaintluc.fr, la parole libérée sur votre site. Merci à tous les 5. À suivre le journal et puis Boris Cyrulnik, avec lui on va parler de résilience. C'est un petit peu le prolongement de ce sujet. À tout de suite. Lorsque l'on fait quelque chose les yeux fermés, c'est que l'on a confiance en l'autre. Et quand on prend un médicament, cette confiance est essentielle. Biogarant, laboratoire français de médicaments génériques. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. Les 4G ne se valent pas. Le meilleur taux de connexion en 4G est chez Bouygues Télécom. Découvrez les forfaits 4G sur bouyguestelecom.fr. Pénètre dans le monde impitoyable de Sparta sur jeu-sparta.fr. Bâtit une cité antique imposante et forme une armée de guerriers légendaires. Mène un combat pour la gloire. Forge des alliances avec des joueurs des 4 coins du monde. Livre des batailles sur les mers et réduit en cendres les avant-postes de tes rivaux. Envoie tes guerriers spartiates à la conquête de nouvelles contrées et deviens une légende de Sparta. Jeu-sparta.fr. Joue gratuitement sur navigateur maintenant. En France, certains pensent que l'électrique, c'est compliqué. Pas du tout. Branchez la musique. C'est simple. Eh bien, branchez Zoé. C'est tout aussi simple. Et encore plus simple avec la nouvelle offre électrique Renault qui comprend la location de voiture. Et sa batterie. L'installation de la prise. Pour vous brancher chez vous. Et le câble. Pour vous brancher partout. Pour plus d'informations, appelez le 3023. C'est simple. Et si je me sépare de mon diesel de plus de 10 ans, Renault Zoé est à partir de 139 € par mois. C'est simple. Dans ta chambre. La vie est faite d'instants uniques, d'aventures magiques. En Irlande, on aime profiter de ces moments-là. Suivez le Wild Atlantic Way et ses 2500 km de moments inoubliables. Rendez-vous sur irlande-tourisme.fr. Un crédit et une assurance auto, ça vous inspire quoi? Un chef-d'œuvre. Jusqu'au 12 mars, le crédit Automaf est à 1,5% TAEG fixe. 1,5%? Mais on peut négocier les frais de dossier. Non. Non! Ah! Je le savais! Je le savais! Non, parce qu'il n'y a pas de frais de dossier. Pas de... Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A était garée devant l'entrée. Le couple est leur complice, donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose, là? Quoi? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... Une nouvelle génération de compacts, 5 possibilités. Mercedes-Benz, the best or nothing. Deuxième heure de Ça nous concerne. Je reçois dans quelques minutes le neuropsychiatre Boris Cyrulnik qui viendra nous parler de sa fondation. Ensuite, je recevrai la directrice de la rédaction du magazine Elle qui viendra nous parler des coulisses de cette interview exceptionnelle
de François Hollande. François Hollande qui s'exprime sur les femmes. Et puis, nous parlerons également du mondial de l'automobile qui vient de se tenir. Quelles seront les voitures de demain avec le directeur de la rédaction d'AutoPlus. À tout de suite, mais pour l'instant, c'est l'heure du journal. Le criminologue Christophe Naudin est arrivé en République dominicaine, extradé d'Égypte où il avait été arrêté, impliqué dans l'évasion de 2 pilotes français condamnés sur place pour trafic de drogue dans l'affaire dite Air Cocaïne. Christophe Naudin devrait être mis en examen. Il encourt 10 ans de prison. Ses proches se disent inquiets pour sa santé et son état psychologique. Cette catastrophe aérienne évitée de justesse le 19 février dernier. Un Airbus A320 s'est retrouvé face à un drone alors qu'il entamait sa descente sur l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le bureau d'enquête et d'analyse évoque un incident grave. Des vigiles bientôt armés avec la menace terroriste, ils sont de plus en plus sollicités pour sécuriser les sites sensibles. Des agents de sécurité qui auront bientôt un nouveau statut. Le ministère de l'Intérieur prévoit une formation spécifique et un contrôle renforcé. Je vous le disais dans les titres, le criminologue Christophe Naudin est donc arrivé en République dominicaine, extradé d'Égypte. Il est impliqué dans l'évasion des 2 pilotes français condamnés sur place pour trafic de drogue dans l'affaire dite Air Cocaïne. Christophe Naudin devrait être mis en examen pour association de malfaiteurs et trafic de migrants. Marie Belot. Sur ces images de la télévision dominicaine, l'avion ayant transporté Christophe Naudin est encore sur le tarmac. Le Français est arrivé dans la nuit à Saint-Domingue. Il vient d'être extradé d'Égypte. Escorté de près par la police et par l'armée, il arrive au palais de justice devant une foule de journalistes. La République dominicaine avait lancé un mandat d'arrêt international contre ce criminologue et spécialiste de la sécurité aérienne. Les autorités l'accusent d'avoir participé à l'évasion des 2 pilotes français, Pascal Forêt et Bruno Odos, condamnés localement pour trafic de drogue dans l'affaire dite Air Cocaïne. Une évasion à laquelle Christophe Naudin a reconnu avoir participé. La récupération des pilotes, le voyage en voilier jusqu'à Saint-Martin, avant l'avion pour la France. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est plus discret, c'est plus lent, et puis ça nous permet de passer pour des vacanciers. Sa femme, Michèle Naudin, craint le pire. Je sais qu'il a été extradé pour des motifs extrêmement graves, sans preuve, puisqu'il n'a jamais été inquiété en France. La République dominicaine ayant déjà annoncé qu'il aurait une condamnation très grave et exemplaire, je crains que son sort soit déjà scellé. Christophe Naudin devrait être présenté devant un juge dans les 48 heures pour association de malfaiteurs et trafic de migrants. Des délits pour lesquels il encourt au moins 10 ans de prison. Les 2 pilotes du Falcon chargés de 680 kg de cocaïne seront jugés en France. Et on en vient à cet accident aérien évité de justesse. C'était le 19 février dernier. Un drone a frôlé un A320 alors que l'avion était en train de débuter sa descente vers l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Un incident relaté par le BEA, c'est le bureau d'enquête et d'analyse. Il qualifie l'incident de grave. Le récit de Clotilde Mravko. Le choc a été évité à quelques secondes près. Le 19 février dernier, le vol Barcelone-Paris d'Air France entame sa descente vers l'aéroport de Roissy. Soudain, le copilote remarque un drone 5 mètres seulement en dessous de l'aile gauche de l'avion. Il désactive alors le pilotage automatique et évite l'engin. L'atterrissage s'effectue sans encombre. Face à l'imposant A320, le drone ne fait a priori pas le poids, mais il aurait pu se coincer dans l'un des réacteurs et provoquer une catastrophe aérienne. La quasi-collision a eu lieu à 1500 mètres d'altitude, une hauteur que peu de modèles commercialisés peuvent atteindre. Selon la loi, les drones n'ont pas le droit de s'élever à plus de 150 mètres et sont interdits aux abords des sites sensibles comme les aéroports et les centrales nucléaires. Les enquêteurs doivent désormais déterminer qui était aux commandes du drone. Ils risquent jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. En France, toujours, la mobilisation contre la réforme du travail ne désemplit pas. Et selon un sondage Opinionway pour LCI, 57% des Français soutiennent la manifestation des étudiants mercredi prochain. Et seulement 18% des Français estiment que le gouvernement doit maintenir le projet en l'état. Quand pour 81% des sondés, il faut le modifier ou tout simplement le retirer. En tout cas, côté syndicat, ce n'est pas si simple, difficile pour eux d'adopter la même ligne. Les 5 syndicats dits réformistes appellent à des rassemblements le 12 mars pour faire pression sur le gouvernement, quand 7 autres appellent à une grève générale le 31 mars.
On continue sur l'emploi avec Areva qui s'apprête à supprimer dès avril 450 postes dans la Drôme. Après de lourdes pertes, près de 5 milliards d'euros en 2014, le groupe nucléaire doit faire des économies. Mais ce plan de licenciement doit encore être validé par la direction générale de l'entreprise. À Calais, le démantèlement de la zone sud du camp est toujours en cours. François Hollande et Bernard Cazeneuve reçoivent aujourd'hui Xavier Bertrand, président de la région Nord-Pas-de-Calais, ainsi que la maire de la ville, le ministre de l'Intérieur, qui ce matin a encore défendu les solutions politiques mises en place pour fermer la jungle de Calais. Il y avait au mois d'octobre 6 000 migrants à Calais. Il y en a aujourd'hui 3 800. Depuis le mois d'octobre, 3 000 qui ont quitté Calais pour aller dans ces centres d'accueil et d'orientation. Donc, pour être très précis, est-ce qu'il vaut mieux laisser les migrants dans la boue de Calais pour pouvoir continuer à faire la visite désormais politique et touristique de Calais, s'indigner à Calais, ou faut-il au contraire construire des solutions humanitaires pour assurer la possibilité pour ceux qui sont dans la difficulté à Calais de se construire un avenir pour eux-mêmes? Eh bien, la volonté qui est la mienne comme ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que l'on réserve ces conditions d'accueil dignes en France à ceux qui relèvent de l'asile en France, plutôt que de concentrer toute la précarité, toute la difficulté à Calais. C'était tout un symbole pour Jean-Marie Le Pen. Le fameux défilé du 1er mai du Front National n'aura pas lieu, annonce ce matin de Florian Philippot. Mais le vice-président du FN l'assure, le parti continuera à célébrer la fête du travail. Le 1er mai continue, mais le 1er mai continuera sous une nouvelle forme. Le défilé, c'est terminé. Alors, c'est-à-dire qu'il y aura, évidemment, le 1er mai, c'est la fête du travail et c'est Jeanne d'Arc. Donc il y aura un hommage à Jeanne d'Arc dans ce 1er mai innovant, renouvelé. C'était bien aussi de renouveler un peu les choses. Donc il y aura bien sûr un hommage à Jeanne d'Arc le matin, autour de Marine Le Pen. Puis hommage à Jeanne d'Arc comme ça se fait traditionnellement devant la statue à Paris ? Très probablement. Puis un grand banquet national. Voilà, ça sera le nouveau 1er mai, un grand banquet national, grand banquet patriote, dans la journée, où plusieurs orateurs pourront prendre la parole. Et évidemment, la conclusion sera faite par Marine, mais ce sera dans une très bonne ambiance, puisque nous pourrons partager ces combats que sont la défense de la patrie et évidemment la fête du travail. Ni gendarmes ni policiers, mais bientôt armés. Avec la menace terroriste, les vigiles sont de plus en plus sollicités pour sécuriser les sites sensibles. Des agents de sécurité renforcés qui auront bientôt un nouveau statut. Certains sont déjà déployés, c'est le cas notamment au siège de Charlie Hebdo. Les détails avec Christophe Carnino. Infrastructures sportives, salles de spectacle, lieux abondamment fréquentés comme les grands magasins ou les monuments historiques. Devant ces zones à risque, la présence des vigiles est renforcée depuis plusieurs mois. Filtrage, contrôle des effets personnels. Leur présence est davantage rassurante que dissuasive, car ces agents privés ne sont quasiment jamais équipés de pistolets, alors même que la loi les y autorise. Dans les faits, les permis de port d'armes leur sont peu fréquemment délivrés, une absence d'équipement à laquelle l'intérieur souhaite remédier. Inspiré du dispositif d'armement des convoyeurs de fonds, les vigiles obtiendraient un statut d'agent de sécurité renforcé, un type de garde qui a déjà fait ses preuves en Europe. Depuis 1992, l'Espagne a créé différentes catégories de vigiles armés pour lutter contre l'ETA. En France, ces gardes armés escortent déjà des lieux extrêmement sensibles comme les locaux de Charlie Hebdo, avec un objectif en ligne de mire, soulager les effectifs des forces de l'ordre, déjà abondamment ponctionnés pour effectuer des tâches de surveillance à travers le pays. À l'étranger, en Turquie, 2 policiers tués, une trentaine de blessés dans un attentat à la voiture piégée au tir de roquettes dans la province de Mardin, au sud-est du pays, près de la frontière syrienne. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les autorités soupçonnent les combattants kurdes du PKK. À l'étranger toujours, une Palestinienne a blessé un soldat israélien lors d'une attaque à la voiture bélier en Cisjordanie. Elle a été abattue par des soldats, c'est ce qu'a indiqué l'armée israélienne. Le soldat israélien, lui, a été légèrement blessé. Au Venezuela, des affrontements entre manifestants et policiers ont fait jeudi un blessé dans la ville de San Cristobal, dans l'ouest du Venezuela. Le pays est secoué par une vague de protestations contre la réduction par la justice des pouvoirs du Parlement, qui est contrôlé par l'opposition. Une bataille politique doublée d'une profonde crise économique dans cette nation pétrolière totalement asphyxiée par la chute des cours du pétrole, ce qui rend la situation explosive.
Aux États-Unis, les primaires. Nouveau débat cette nuit entre les républicains. Et hier, c'est Mitt Romney qui s'est rallié au front anti-Trump. Trump qui fait trembler une partie de l'état-major républicain. Et pour Romney, ancien candidat à la présidentielle de 2012, Donald Trump est instable et malhonnête. Et surtout, il entraînerait le parti vers un échec électoral face à Hillary Clinton. À Washington, la correspondance de Jocelyn Huchet. Après les attaques de la journée, c'était un débat sous haute tension. Mitt Romney, l'ancien candidat républicain défait par Barack Obama en 2012, s'est attaqué directement à Donald Trump. Durant une allocution voulue par les cadres du parti, Romney le traite notamment d'escroc et de charlatan. Et tout naturellement, les deux outsiders de cette primaire, Marco Rubio et Ted Cruz, ont continué d'attaquer Donald Trump ce soir durant le débat, le mettant sans cesse face à ses contradictions et rappelant tous les ennuis judiciaires du magnat de l'immobilier. Au milieu de cette violence politique qui couvait depuis un moment, les 4 candidats républicains encore en lice ont pu réaffirmer leurs idées concernant la Syrie ou l'immigration, mais réellement l'intérêt était tout autre alors que Donald Trump a remporté 10 des 15 primaires qui se sont déjà jouées. Le parti républicain commence à comprendre qu'un candidat comme lui a bien peu de chances de gagner face à Hillary Clinton et qu'un candidat plus consensuel tel que Marco Rubio serait bien plus à même de ramener les républicains à la Maison-Blanche. Et on passe au sport avec du tennis. H-6 maintenant pour les joueurs de Yannick Noah pour le premier tour de Coupe Davis. Gaël Monfils et Gilles Simon affrontent le Canada cet après-midi. Guadeloupe, Pierre-Emmanuel Chinardet et Pascal Marcelin vont assister à cette rencontre très attendue. 18 ans après, Yannick Noah retrouve donc sa chaise de capitaine de Coupe Davis. Il a passé une semaine avec ses joueurs ici à se préparer. Une préparation qu'il dit idéale. Ses joueurs sont prêts et lui est impatient et forcément ému que l'aventure commence. Ouais, je vais essayer de gérer mes émotions, essayer d'être concentré parce que je sais que ça va être très très joli. C'est donc Gaël Monfils qui entamera l'aventure face au Canadien Dancevic, 245e joueur mondial devant son public. Le Guadeloupéen va donc tenter d'apporter le premier point à l'équipe de France. Un match qui s'annonce particulier pour lui. Écoutez. Je suis le premier à partir sur le terrain et je suis très content. Je suis très content parce que je pense que déjà Gilles avait envie que je commence à jouer. Et voilà, j'espère pouvoir mettre cette équipe sur une bonne base et apporter ce premier point. Gilles Simon, en deuxième match, affrontera Pospisil, le meilleur joueur canadien en l'absence de Raonic, le 13e joueur mondial qui a déclaré forfait. La France est ultra favorite. Elle n'a jamais perdu en 2 rencontres face au Canada. Et on termine ce journal avec la météo de votre vendredi. Un temps très agité avec de fréquentes averses ou giboulées sur le nord et le nord-ouest. Il pleut beaucoup du sud-ouest vers l'est. Le tout accompagné de vent et de la neige sur l'ensemble des massifs. Les températures, elles sont plus fraîches, de 6 à 17 degrés cet après-midi et 9 à Paris. Et surtout, restez avec nous. La suite de Ça vous concerne avec Valérie Expert. Nous savons que le couple a quitté le musée à bord d'une nouvelle Mercedes grise. Donc une classe A était garée devant l'entrée. Le couple et leur complice. Donc c'est certainement une classe B. Sauf qu'un des témoins affirme qu'il a bien vu un coupé. Excusez-moi, mais vous n'oubliez pas quelque chose là? Quoi? Les œuvres d'art. Il a raison. C'est le shooting break. À moins que... Une nouvelle génération de compacts, 5 possibilités. Mercedes-Benz, the best or nothing. Lorsque l'on fait quelque chose les yeux fermés, c'est que l'on a confiance en l'autre. Et quand on prend un médicament, cette confiance est essentielle. Biogarant, laboratoire français de médicaments génériques. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé. Appelez-nous le directeur. Monsieur, madame. Alors comme ça, on peut remettre en question son assurance auto quand on veut. Comparer, service, prix, tout ça. Oui, mais compare ce qui est comparable. Absolument, chère madame. Moins cher avec l'efficacité MAF, c'est pas gagné. Je te l'avais bien dit. Sans parler du cumul des bonus MAF. Dont on ne bénéficie qu'à la MAF. Je te l'avais bien dit. Autre chose. Jusqu'au 12 mars, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto. Je peux. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Oui, c'est pas pour aujourd'hui. Jules Plisson. Twingo vous inspire? Avec son rayon de braquage ultra court. Super agile. Surtout au vent, c'est pas une demi-ouverture. Je la prends dans mon équipe. Morgane Parra. Clio, la caméra de recul. Jules Plisson qui lance un ballon. Ah ouais, j'adore ça les caméras. Avec son design, c'est grand chelem. Clio, dans mon équipe. Messieurs, faites jouer les packs.
La French Touch est puissamment inspirée. Twingo est à partir de 129 € par mois avec EasyPack. Portes ouvertes du 10 au 14 mars. À Gennevilliers ce matin, ouverture du premier restaurant du cœur de la région parisienne. Merci d'adresser vos dons au Resto du Cœur, 75 515, Paris CEDEX 15. Il démarre très bien. Deuxième heure de Ça nous concerne, et s'il y a bien quelqu'un qui s'intéresse à ce qui nous concerne, c'est bien vous, Boris Cyrulnik. Bonjour, vous êtes neuropsychiatre, vous venez de lancer votre fonds de dotation pour le développement de la recherche et la diffusion du savoir dans 3 domaines qui sont l'attachement, le trauma et la résilience. Je signale la sortie en kiosque de numéro 5 de Science ou Psy. Le cerveau est-il coupable ?